fato com as mulheres. Qu'est-ce qu'elles vivent, les femmes, pendant ce temps-là? Elles sont les mères, elles sont les épouses, elles sont les filles de ces guerriers ou de ces gens qui ont décidé la guerre. Comment ça se passe pour elles? Est-ce qu'elles inspirent quelquefois des révolutions? Est-ce qu'elles les soutiennent? Est-ce qu'elles se cachent? Est-ce qu'elles soutiennent effectivement leurs guerriers, les nourrissent, etc.? Est-ce qu'elles ont des idées? Est-ce qu'elles auraient fait autrement? Et puis qu'est-ce qu'elles subissent pendant ce temps-là? Et puis finalement... O que acontece com as mulheres durante as guerras? Será que elas apoiam seus maridos? Será que elas, como estão contra aquilo que eles estão fazendo, como que é a vida cotidiana deles? Como que elas resolveriam essa questão se fossem elas que decidissem? Et puis finalement, peut-être qu'elles sont très bonnes pour faire la paix, les femmes. Hein, quand on regarde, là je vous parle des guerriers, mais à un moment donné, les guerriers doivent s'entendre pour faire la paix. Et à ce moment-là, sur les télévisions, dans nos journaux, on nous montre des photos ou des films montrant des hommes à nouveau, un balai de voitures, et de ces voitures sortent des hommes en costume ou en djellaba qui viennent, avec des airs très importants, essayer de faire la paix. Que ce soit à la Maison Blanche, au siège de l'ONU, à New York, à Vienne, à Genève. Et on voit des portières qui claquent, etc. Et des hommes qui ont l'air très, très importants, bien sûr, très concernés, qui vont faire la paix. Mais enfin, est-ce que vous croyez que les femmes ne soient pas nécessaires pour construire la paix? Il se trouve qu'il y a eu une résolution des Nations Unies, il y a quelques années, qui demandait à ce que les femmes soient intégrées davantage dans les processus de paix. Et il y a un rapport qui vient de sortir en septembre de l'ONU, et qui montre que quand les femmes participent au processus de paix, quand elles sont associées aux négociations pour finir la guerre, elles sont juste formidables, elles sont juste incroyablement efficaces, parce qu'elles apportent aux tables de négociation des sujets auxquels les hommes n'avaient même pas pensé. Et puis qu'en plus, quand il y a des mesures qui sont prises, après leurs propositions pénètrent beaucoup plus dans la population, parce qu'elles sont jamais les titres les plus importants, elles sont rarement ministres, elles sont rarement les chefs de toutes les administrations, mais n'empêche qu'elles ont des tas d'organisations, des tas d'associations dans la société, et que le tissu social est totalement irrigué par leur propre réseau, et que ça concerne également les enfants, évidemment. Et là, pour le coup, c'est pas moi qui invente ça, c'est vraiment le rapport qui montrait ça encore il y a un mois, quand elles sont associées dans tous ces processus de paix, à Vienne, à New York, n'importe où, immédiatement, la paix plutôt se construit très différemment et est appliquée avec beaucoup plus d'efficacité. Então, quando os homens, assim, como no momento de fazer a paz, são os homens normalmente que aparecem nos lugares de tratados internacionais, seja em Genebra, seja em Nova York, seja como em outros lugares do mundo. E aí tem o balé realmente dos carros em que se abrem e se fecham as pessoas, assim, os homens assim, de terno, de djellaba, e que vão realmente como aparecer nas fotografias dos tratados de paz. E as mulheres, elas não aparecem nesses momentos, embora tenha havido realmente uma decisão da ONU de que as mulheres teriam que participar de todo esse processo. E um relatório que foi publicado tem pouco tempo aponta o fato de que quando as mulheres participam do processo de paz, como a paz tem muito mais possibilidade de se tornar efetiva. Por que isso? Porque se os homens ocupam lugares de destaque dos ministérios, dos governos, as mulheres elas ocupam lugares importantes na construção de associações de base que trabalham ao reforço do tecido social. Elas têm essa relação com as crianças também, que vai ajudá-las a construir, parte a parte, processos de paz que vão ser muito mais efetivos e construtivos do que aquilo que os homens podem fazer. Je trouve que le minimum qu'on pourrait exiger, c'est que quand même, chaque fois qu'il y a des négociations de paix, à chaque fois qu'il y a des tables rondes organisées, chaque fois qu'il y a des conventions pour signer enfin la paix ou essayer en tout cas de la construire, que les femmes représentent une personne sur deux, qu'on exige au moins la parité dans chacune de ce type de négociation. O mínimo seria de poder exigir, no momento das mesas redondas para as negociações de paz, que houvesse uma paridade, um homem e uma mulher, para equilibrar a força de negociação naquele momento. Et puis la deuxième de mes colères ou de mes indignations, si je peux dire, c'est de me rendre compte que
Nous sommes en 2015, nous disposons, pour faire la guerre, ou les révoltes, ou les manifestations, pas les manifestations, mais en tout cas les révolutions qui ont pu avoir lieu récemment, on sait bien notamment dans tout le monde arabe, on dispose des armes les plus sophistiquées qui puissent être. La France vend beaucoup d'armes. On vend des fusils, on vend des tanks, on vend des avions mitrailleurs, on a les drones qui sont supposés faire des frappes chirurgicales terriblement précises. Et bien malgré tout, l'arme la plus répandue, utilisée dans absolument tous les terrains de guerre actuellement, pas seulement de guerre d'ailleurs, mais aussi de révolution, l'arme la plus, j'allais dire, efficace, en tout cas la plus terrible, celle qui provoque des effets à très long terme, qu'on pourrait appeler finalement arme de destruction massive. Et en 2015, c'est encore le viol. Então, quando se faz a guerra atualmente, tem muitos armamentos, né, que vão desde como os fuzis, os tanques, os bombardeiros, os caças bombardeiros, como os drones também, que podem fazer realmente ataques cirúrgicos, mas em realidade, seja como nas revoluções, como também nas guerras que acontecem no mundo atualmente, em todos os lugares, a arma mais potente, mais terrível que seja, ainda continua sendo o estupro, aquela arma que deixa as marcas mais destruidoras nas pessoas depois do fim do conflito. Alors je trouve, ça paraît absolument incroyable quand on y pense. Sur tous les terrains d'opération. Et là, je vais vous parler assez longuement de la Libye, puisque j'ai suivi ça de très près, mais c'est le cas en Syrie, par le régime et par ceux qui veulent renverser le régime. C'est le cas en Irak, c'est le cas actuellement au Congo, et depuis très longtemps au Congo, c'est des décennies qu'on viole tous les jours au Congo. Plus de 100 000 femmes ont été violées. On viole au Nigeria, Boko Haram enlève des femmes et vous savez qu'elles sont violées, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Et de se rendre compte de ça et de se dire que pas davantage de choses soient faites au niveau international pour s'insurger contre ça, contre l'utilisation de cette arme, est juste hallucinant. E uma coisa que realmente é alucinante no momento atual, nesse mundo de hoje, de saber de que tem como esse estupro que é utilizado de uma forma massiva e nós sabemos realmente em que países do mundo, como aconteceu na Líbia, acontece na Síria, seja da parte do governo, seja da parte dos opositores, acontece também como no Congo, 100 mil estupros que aconteceram nesses últimos anos. Aconteceu também, vocês sabem, com Boko Haram, né, na Nigéria. Enfim, é algo que está presente como no nosso tempo de hoje, em 2015. Alors vous pourriez dire, c'est franchement pas nouveau, ça a toujours été fait comme ça, depuis l'Antiquité, il y a toujours eu des viols. Ça a toujours été un peu le repos ou la récompense du guerrier après les guerres. Après tout, le vainqueur fait ce qu'il veut avec le vaincu, et notamment auprès de ses femmes. E a gente poderia pensar, fazer o discurso e dizer, não, desde a antiguidade é uma coisa que sempre aconteceu, então isso é o repouso do guerreiro de poder desfrutar a mulher do vencido. Mais c'est pas ça. C'est beaucoup plus grave que ça d'une certaine façon. Le viol actuellement est utilisé comme une arme de guerre. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de spontané, c'est pas quelque chose de débridé, c'est juste quelque chose qui est conçu comme une arme, qui est préparé, qui est ordonné, qui est planifié. O que é terrível é que realmente o estupro não é uma coisa, vamos dizer, espontânea, é uma coisa que é pensado, que é decidido, planejado e executado efetivamente como uma arma de guerra de grande escala. Alors on utilise le viol pour, évidemment, pour souiller, pour faire mal, pour blesser. Première raison, évidemment, la plus évidente. Então se utiliza realmente como estupro para realmente ferir profundamente, para como destruir a pessoa. On utilise aussi le viol pour terroriser. Et c'est terriblement efficace. On terrorise des villages, on terrorise des régions entières. Et quand on interviewait d'ailleurs les premiers fuyants, les premières personnes qui ont quitté la Syrie et qui ont commencé à
à s'établir dans les camps en Turquie, au Liban ou bien en Jordanie, la première raison pour fuir la Syrie était au départ la crainte de viol. Então, como a segunda coisa que o estupro ele vai provocar o terror na região em que ele está instalado. Então, as pessoas que foram entrevistadas nos campos de refugiados, assim, na Jordânia, como na Turquia, no Líbano, em torno da Síria, como o primeiro motivo para fugir do país era realmente o terror, o medo do estupro. Mais on l'utilise aussi pour terroriser quelquefois à des fins économiques. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles, et plusieurs protagonistes d'ailleurs, qui violent actuellement en République démocratique du Congo. Et l'une des raisons, c'est de faire partir les gens de certains villages par le viol, et en leur faisant tellement peur du viol, tout simplement pour récupérer des terres dans lesquelles il y a des matériaux utilisés par de grandes corporations internationales. Outro motivo pode ser um motivo econômico, por exemplo, isso acontece no leste do Congo, onde, como aldeias, regiões inteiras são esvaziadas através do terror do estupro para como se apossar das terras, onde se encontram como minerais, materiais muito importantes para produtos como gadgets, como telefones celulares da modernidade. Puis on utilise aussi le viol surtout on utilise les femmes pour atteindre les hommes. Pour atteindre les maris, les pères, les frères, les combattants, ou quelquefois qui ont un rôle important. On prend leurs femmes, on fait du mal à leurs femmes. Les femmes ne sont qu'un instrument finalement pour toucher les hommes. Ça peut être quelquefois pour les faire revenir du front, parce qu'on s'attaque à leurs femmes, ils vont revenir les défendre. Quelquefois ça peut être pour les rendre fous furieux et les forcer à prendre les armes, et auquel cas on pourra les réprimer. C'est exactement ce qu'a fait Bachar al-Assad dès le départ de la révolution. Como outra forma, realmente, como outro motivo do estupro, realmente para atacar e se apossar, como ter o domínio sobre os homens, né? Saber, às vezes o homem vai voltar da frente de batalha porque tem o medo de que como a mulher dele possa sofrer como alguma coisa, e é uma técnica que utilizou Bachar al-Assad na Síria. Je parlais avec un des responsables de l'opposition à Paris, responsable de l'opposition de l'armée syrienne libre. Quand ils ont commencé la révolution, tout au début du printemps arabe en Syrie, c'était des révolutions ou des manifestations extrêmement pacifiques. Il n'était pas question de prendre les armes. Et les gens ont fait des grandes manifestations dans plusieurs villes. Très vite, ça a été sanctionné et très vite, on s'en est pris aux femmes. On n'a pas beaucoup raconté ça parce que précisément, et c'est pour ça qu'on va en parler tout à l'heure, c'est l'arme parfaite, c'est le crime parfait, puisque les femmes ne peuvent pas en parler, ne peuvent pas raconter, puisque si elles racontent, elles vont être considérées comme des coupables alors qu'elles sont victimes. Então, no início, como falando com um representante da oposição síria, ele contou que no início, na Síria, a oposição organizou manifestações, assim, que eram manifestações importantes e totalmente pacíficas. Foi quando o Bashar al-Assad utilizou justamente essa arma, e a arma perfeita, porque as mulheres não podem falar disso, porque senão elas vão ser consideradas culpadas daquilo que aconteceu. Et ce qui s'est passé en Syrie, c'est qu'effectivement, quand Bachar al-Assad et ses généraux ont donné l'ordre de violer dans certains quartiers, dans certains villages, il y avait des raids qui étaient faits sur les femmes, les hommes, en entendant ça, pas forcément les hommes de ces familles d'ailleurs, mais en entendant dire qu'il y avait cette possibilité-là, devenaient fous et ont pris les armes. Et ces manifestations, qui étaient au départ très pacifiques, sont devenues effectivement plus violentes. Et ça a donné l'occasion et le prétexte à Bachar al-Assad pour dire qu'il faut absolument réprimer. Et avec quelle violence fallait-il réprimer? Évidemment, puisque, disait-il, ce sont des terroristes. Ce n'était absolument pas le cas du tout au départ. Mais en tout cas, ça le devenait puisqu'ils avaient pris les armes et ça lui donnait la possibilité de justifier les massacres qu'il a commencés. Então, como Bachar al-Assad pediu aos seus generais de organizar comandos, né, justamente para realizar estupros em aldeias, em alguns bairros, por exemplo. Os homens, essas mulheres, até outros homens, ficaram realmente malucos por causa disso, pegaram armas, e uma revolta que era pacífica no início se tornou uma revolta armada que levou Bachar al-Assad até realmente um motivo para reprimir com as armas aquilo que estava acontecendo. C'est une des raisons, c'est pas la seule raison évidemment, mais c'est une des raisons importantes dont on ne vous parlera jamais,
Parce que précisément, dans cette région du monde, dans de nombreuses régions du monde, le viol est totalement tabou. On peut se réconcilier parfois après une guerre, lorsqu'il y a eu des morts. Lorsqu'il y a eu des viols, c'est juste impossible. Et je vous assure qu'actuellement en Libye, on va en parler un petit peu plus, où la situation est totalement chaotique. On n'arrive pas à organiser le pays, il y a 2 gouvernements qui s'opposent et il y a des milices qui ne veulent absolument pas rendre les armes, donc qui continuent à s'opposer de village en village. Personne ne comprend pourquoi il y a des antagonismes et des haines entre certaines villes. Mais la raison, c'est tout simplement qu'il y a eu des viols de certains groupes d'une ville sur l'autre. On ne peut pas en parler, personne ne le dira officiellement, et c'est la raison pourtant pour laquelle ils sont absolument irréconciliables e por laquelle il y a encore énormément de violence. Então, é como se umas mortes, por exemplo, durante uma guerra é possível depois de haver uma reconciliação entre as duas partes, vamos dizer, adversárias, inimigas, e que decidiram realmente fazer a paz. Mas quando houve como estupros entre, por exemplo, a situação da Líbia atualmente, onde tem 2 governos e 2 grupos que são absolutamente irreconciliáveis, porque grupos, por exemplo, foram fazer estupros em outra cidade e vice-versa, e não se pode falar disso, mas é uma memória que não permite a reconciliação e que continua alimentando a divisão dentro do país. Et là encore, on n'en parle pas. Même les organisations internationales mentionnent très peu le seul mot de viol. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à faire de vrais rapports, on n'arrive pas à faire de vraies enquêtes là-dessus. Parce que les femmes, effectivement, sont enfermées dans leurs secrets. Quand une femme en Libye, en Syrie, admet, d'ailleurs elle ne le fait pas, mais si elle admettait qu'elle a été violée, c'est la certitude quasi évidente qu'elle sera bannie de sa famille, de sa communauté, qu'elle devra fuir, qu'elle sera seule, que son mariage va exploser, etc. Et peut-être, j'en connais, seront-elles menacées par leurs frères, puisque le crime d'honneur existe dans beaucoup de régions du monde, et qu'une femme violée peut être tuée par la famille pour laver l'affront. E como as organizações internacionais como a ONU, por exemplo, não conseguem como fazer relatórios sobre como essa situação, porque como as mulheres não falam. E não falam porque realmente como é considerado como crime de honra que pode provocar, levar o irmão dessa mulher, por exemplo, a como matar ela, para lavar a honra da família. E essa mulher, se ela revelar aquilo que aconteceu, ela vai ser banida, ela vai ser expulsa da sua família, da sua comunidade, e vai se encontrar absolutamente sozinha. Alors je